Est-ce que la société Haredi est en train de vivre un tremblement de terre ? Ici Eliana Gurfinkiel de Studio Kalita. Makoré, c'est le podcast pour mieux comprendre Israël et le monde juif. Depuis sa création, la société israélienne est composée de catégories et de sous-catégories. On a l'habitude de discerner 3 grands groupes, les chilonim, laïcs et sionistes, les haredim, ultra-orthodoxes ne se définissant pas comme sionistes, et les datim leumim, sionistes religieux qui, eux, font le pont entre les 2 autres entités. Les quotidiens israéliens mentionnent le suicide de Chaim Walder. Oui, Chaim Walder était la star de dizaines de milliers d'enfants orthodoxes qui ont lu bon nombre des 80 ouvrages qu'il a rédigés. C'était un écrivain adulé. Depuis 2 ans, la société ultra-orthodoxe, qui représente aujourd'hui 15% de la population juive en Israël, vit une série de crises sans précédent. La crise du corona, l'accident de Méron et l'affaire Chaim Walder déstabilisent chacune d'entre elles l'ordre de la société ultra-orthodoxe. Plus encore, chaque histoire remet très profondément en question le leadership de ces groupes. Pourquoi est-ce que les rabbins qui dirigent ces communautés, Rocher Yeshiva ou Admorim, n'ont pas pris au sérieux l'épidémie du corona et ont interdit la fermeture des écoles et des yeshivot ? Pourquoi, au lendemain du terrible accident de l'Akba Omer à Méron, catastrophe qui a tué 45 hommes et enfants et qui a blessé plus de 140 personnes, aucun leader du monde Haredi n'a pris la responsabilité ? Et pourquoi aucun organisme Haredi n'a tiré l'alarme autour de Chaim Walder, cet écrivain et éducateur, superstar du monde Haredi, qui s'est avéré avoir été un prédateur sexuel depuis de très nombreuses années ? Plus encore, pourquoi, alors que la rue Haredi gronde, de grands rabbins ont préféré appeler à ne pas dire de médisance sur Walder, le Lashon Hara, et n'ont pas appelé à soutenir les victimes. Et tout cela sans oublier le décès, il y a quelques mois, du Rav Chaim Kanievski, leader incontesté du monde ultra-orthodoxe. Est-ce que toutes ces questions vont entraîner un changement profond dans cette société qui, grâce à son très haut taux de natalité, grandit chaque jour un peu plus dans la population israélienne ? Pour mieux déchiffrer leur réalité, il faut d'abord repartir en arrière afin de mieux comprendre l'histoire de cette société au sein de la grande société israélienne. Peggy Sidor est journaliste et connaît très bien le monde ultra-orthodoxe. Cela fait 20 ans qu'elle couvre le sujet. Elle vient de publier une série d'articles dans le magazine du Jerusalem Post consacré à la société Haredi. Peggy Sidor, quelle est l'histoire de la société haredite en Israël ? Les Haredim, comme vous le savez, ce n'est pas un bloc monolithique. Il a commencé à se forger en réaction à la création de l'État d'Israël, qui se déclare juif et démocratique, mais qui d'un autre côté ne sépare pas la synagogue de l'État. Il y a une situation qui n'est pas limpide, si vous voulez. D'un côté, les Haredim, donc on connaît très bien cette histoire de la rencontre entre le Chazon Ish en 1951 ou 52, entre le Chazon Ish et David Ben Gurion, dans la fameuse phrase, c'est que le Chazon Ish aurait dit à Ben Gurion, nous avons la charrue qui est pleine, c'est-à-dire le judaïsme, la Torah, l'étude de la Torah, vous avez votre charrue, elle est vide, c'est le monde séculaire dans lequel il n'y a rien, le monde laïque, et donc vous devez nous céder la place, et vous devez nous laisser continuer l'étude de la Torah pour sauver l'étude de la Torah, parce que c'est ça qui tient le peuple juif. Ben Gurion à l'époque n'a pas vraiment accepté, mais il a accepté imaginant, comme c'était le cas pour beaucoup à cette époque, que le monde ultra-orthodoxe était en train de vivre ces derniers jours, et que bon, pourquoi pas, devant quelque chose qui est en train de passer de ce monde, faire un geste et donner cette exemption du service militaire, donc et de travail et de vivre, pour les jeunes qui étudient dans les yeshivot. De toute manière, toute cette histoire va se terminer très bientôt, et ce sera plus qu'une histoire ancienne. Or, non seulement ça ne s'est pas terminé, mais comme tout le monde le sait, le monde des yeshivot en Israël aujourd'hui est de loin beaucoup plus riche et grand et élargi et profondément ancré qu'il ne l'a jamais été dans le peuple juif dans la diaspora. À partir de quand la société haredite a commencé à avoir des problèmes ? Les problèmes ont commencé sur le plan social, c'est-à-dire que d'un côté, les gouvernements israéliens successifs ont accepté de continuer cette anomalie dans laquelle une partie de la population ne participe pas à la vie économique, militaire aussi et sociale du pays, vivent en marge, enfermés dans leur quartier. Mais en même temps, il y a aussi une colère qui a commencé à grandir au fil des années de plus en plus. Quand ils étaient 40 000, ça dérangeait très peu de personnes. Quand ils sont aujourd'hui 1 200 000. 1 200 000 ? Combien ont moins de 18 ans ? C'est plus de 70%.
C'est incroyable. Ça rejoint les chiffres dans la bande de Gaza. Il y a un écart qui s'est formé, c'est-à-dire vous avez un leadership qui est en général autour des 95-100 ans et au milieu il y a un vide et vous avez des jeunes de 0 à 18 ans qui sont la grande majorité. Il y a encore un phénomène qui s'est formé en Israël qui n'existait pas dans la société orthodoxe, ultra-orthodoxe avant la guerre, avant la création de l'État d'Israël. Le nombre d'enfants par famille. On n'a jamais connu ça dans cette population avant. C'était toujours 5 ou 6 enfants. Aujourd'hui, il n'est pas rare de trouver des familles dans lesquelles vous avez 14, 15 et même 17 enfants. Qu'est-ce qui a donc fait changer cette société de l'intérieur ? C'est la pauvreté. Je peux vous dire, de mon expérience personnelle, sur le terrain, il y a des familles ultra-orthodoxes, haredim, dans lesquelles les enfants sont mal nourris. C'est dramatique. On ne connaît pas ce niveau de pauvreté en Israël officiellement, mais il existe. Et ce sont des gens qui, pour la plupart, sont prêts à payer le prix le plus énorme pour continuer un mode de vie et surtout continuer à étudier la Torah. Quelle est la place des rabbins et des rachei yeshiva dans cette société et aussi des Gdolei Hador, ce vieux leadership qui est en train tout doucement de partir ? Alors là, vous touchez la corde la plus sensible. C'est l'endroit le plus douloureux. Parce que ça a commencé effectivement avec le Covid. Ensuite, les scandales qu'il y a eu, parce que je vous rappelle qu'il y en a eu déjà un avant, c'était Meshizav, Yehuda Meshizav, qui est à l'état de légume plus ou moins aujourd'hui. Et puis Valder. Et la différence, c'est que Meshizav était célèbre dans le monde non haredi. Okay. À l'intérieur de la société haredi, il n'était pas très apprécié. Par contre, Valder, c'était autre chose. Donc c'est un gros problème. Je peux vous dire une chose, c'est que je parle donc tout le temps avec des haredim, des hommes et des femmes. Et chez tout le monde, c'est plus ou moins la même réponse. On se sent abandonné. Je veux dire, il y a un grand respect qui continue à exister par rapport aux Gdolei Hador, les rabbins. Il ne s'agit pas de les dédaigner, pas du tout, on n'en est pas là. Mais le sentiment de plus en plus profond qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, dans quel monde nous sommes. Quelle est la chose qui est considérée par les Haredim comme la plus grande menace pour leur société aujourd'hui ? L'Internet. Il n'y a pas de barrière et de muraille assez élevée pour stopper l'Internet. Ça n'existe pas. Tout ce qui a pu être fait jusqu'aujourd'hui pour continuer à vivre dans cette espèce de vase clos, fermé à tout ce qui se passe à l'extérieur, s'est écroulé devant l'Internet. Personne, parmi le leadership, donc pratiquement presque nonagénaire et centenaire de la société haredi, n'a vu ce problème arriver. Le gros changement est arrivé avec le Covid. Quand pour continuer à enseigner à travers les yeshivot bouclés et les Bate Midrash fermés, il fallait trouver un moyen. Pour la plupart, ça a été par le téléphone. Donc, tout d'un coup, on a des téléphones où on peut avoir Internet, alors que jusqu'à présent, c'était interdit, mais c'est pour la bonne cause. Mais comment on fait pour arrêter ça après ? On ne peut pas revenir en arrière. Donc, une des blagues, c'est pas tellement une blague, c'est une réalité. Vous parlez à un haredi, même un enseignant dans une yeshiva, et il vous avouera très vite qu'il a 2 téléphones, 2 portables, un kasher et un pas kasher. Il ne peut pas fonctionner sans celui qui n'est pas kasher. Impossible. Maintenant, pour les femmes qui ont de toute manière toujours eu accès à l'Internet, à l'ordinateur pour leur travail, ça s'est fait, disons, avec le Covid, ça a été plus facile de le dire ouvertement. Donc ce changement, je crois qu'on n'est même pas capable encore d'en connaître l'envergure, mais il est énorme, énorme. Nous partons d'une société qui ne sera plus jamais la même. Alors, il y aura toujours, un petit bémol, il y aura toujours un groupe, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire une quantité, qui restera strictement attaché à la manière ancienne et qui seront prêts à mourir de faim, littéralement, c'est pas une métaphore, pour continuer à sauvegarder ce mode de vie toute la journée à la yeshiva, toute la vie à la yeshiva, et la femme, l'épouse qui fait n'importe quel travail pour amener un minimum de quoi nourrir les enfants, et c'est tout. Il y en aura toujours. Il ne faut pas s'imaginer que ça va passer. Mais ce groupe est en train de se réduire de plus en plus et les autres continuent. Maintenant, ce qu'il faut que le monde, je dirais laïque ou pluraliste ou ce que vous voulez à l'extérieur, doit comprendre que le fait qu'un haredi quitte la yeshiva ou réduit son passage à la yeshiva à 2 ou 3 soirées par semaine pour continuer à étudier un petit peu,
mais qu'il va étudier, devient avocat, ou comptable, ou psychologue, ou je sais pas quoi, vit une vie plus ou moins normale, peut vivre un niveau de vie devient élevé, vous les voyez en couple, en famille, prendre des vacances, vous les voyez dans des restaurants, vous les voyez dans des cafés, vous les voyez dans des salles de spectacle adaptées, c'est pas dans n'importe quoi, vous les voyez en vacances traverser le pays, ça ne veut pas dire qu'ils arrêtent de vivre selon les injonctions de la vie juive haredi. Il faut s'enlever cette idée de la tête. Évidemment qu'il y en aura toujours qui vont quitter. Mais contrairement à ce que certains pensent, c'est une petite minorité. La plupart restent haredim. Comment est-ce que la société haredite a expliqué les erreurs répétées de leurs leaders ces 2 dernières années? Est-ce qu'on a affaire à une crise du leadership haredi? Oui, il y a une crise. Ça, il faut le reconnaître. Il y a absolument une crise. Mais une crise de leadership dans le monde haredi ne ressemble pas à une crise de leadership dans la société générale. Ça, il faut le comprendre dès le départ. Donc, on admet, c'est clair qu'il se passe quelque chose. On a le sentiment que les Gdolei Hador, c'est d'accord, on les respecte, on ne change pas nos habitudes, mais il faut faire attention, on ne peut plus entièrement compter sur eux les yeux fermés comme avant. Parce que ça a coûté des vies humaines, ça a été des catastrophes, on ne peut pas continuer comme ça. Et en ce qui concerne les vies humaines de Chaim Walder? Alors, Chaim Walder, il y a une grande polémique. Je peux vous dire que, contrairement à l'idée qu'on se fait, qu'on en a à l'extérieur, dans la société générale, à l'intérieur, ça se passe très différemment. Walder, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de gens qui ont entendu des histoires, mais il avait un statut tel que personne n'aurait osé penser que c'était sérieux. Maintenant, ce qui se passe, il faut le voir dans un contexte plus large. C'est un gouvernement qui est formé pour la première fois depuis plus de 30 ans sans la participation des partis haredim. C'est terrible pour eux. Ils sont terrifiés. Il ne faut pas être cynique. Ce n'est pas seulement le manque de budget. C'est un problème, mais ce n'est pas le problème le plus principal. Pour ces gens-là, pour la plupart des haredim, malgré une certaine hauteur, une certaine condescendance par rapport aux autres, que ce soit les religieux, les skipot roubot ou les laïcs, un sentiment que ce pays doit rester un État juif. Et leur sentiment profond, c'est que s'ils ne sont pas aux commandes de l'État, ça, c'est en danger. Peggy Sidor me raconte alors la façon dont il y a déjà 20 ans, la communauté haredi s'est organisée pour protéger les enfants victimes de violences sexuelles. C'était en 2001. J'ai reçu un appel du département des affaires sociales de la municipalité de Jérusalem qui me dit, voilà, nous avons une histoire, quelque chose qui pourrait vous intéresser, mais il faut garder le secret. Est-ce que vous êtes prête à venir? Je dis, ouais, oui, bien sûr, pas de problème. On m'emmène donc, pas les yeux bandés, mais presque, pour que je ne sache pas où c'est, dans un grand appartement, dans un quartier tout à fait laïque, hein, pas du tout un quartier religieux, et je découvre le premier abri pour enfants haredim qu'il faut sortir de chez eux parce qu'ils sont menacés d'attaques sexuelles dans leur famille. Ça a été en 2001 déjà, donc ça fait 20 ans. Alors, dire aujourd'hui que les haredim refusent ou ignorent ou refusent d'admettre que ce problème existe aussi chez eux, c'est tout simplement faux. Mais ils sont très inquiets quand ces révélations ou les traitements de ce sujet viennent d'origine qui les inquiète. Alors, cet abri qui a été ouvert en 2001 donc, était le résultat de 2 ans de tractation entre le département des affaires sociales de la municipalité de Jérusalem et un Vaad Rabbanim, un comité de Rabbanim, qui ont compris qu'il y avait un problème, que ce problème existait aussi chez eux, qu'il fallait y trouver des solutions et qu'un abri pour des cas urgents était nécessaire et il fallait qu'ils le fassent selon les normes de la société haredite, ce qui a été fait. Donc, dire que la société haredi refuse d'admettre que ce problème peut exister aussi chez eux, c'est simplement pas vrai. Mais leur attitude ou leur manière de traiter le problème serait différente. Maintenant, Walder, à mon avis, il va y avoir, ça va continuer à occuper, à préoccuper, de nouveaux cas vont éclater, sortir, et le leadership du deuxième degré, hein, pas les Gdolei Hador parce que eux ils sont inattaquables, c'est comme ça, mais le leadership au milieu, quoi, le niveau au-dessous, va en prendre beaucoup. Ça va être dur pour eux parce qu'ils vont être accusés d'avoir trahi leur mission, littéralement. Et les changements sont rapides. Maintenant, jusqu'où ça va aller, je ne sais pas. Franchement, je vous dis, je ne sais pas. Si j'ose me prononcer,
c'est que cette attitude, jusqu'à récemment, d'obéissance aveugle, trop souvent contre tout bon sens, par rapport à ce que les rabbins disent ou ordonnent, ça, je crois que c'est terminé. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont être moins charedim dans leur mode de vie? Absolument pas. Ce n'est pas la première fois que le monde haredi vit de profonds changements. Dans les années 2000, en pleine seconde intifada, l'État a réformé les aides sociales. Ces décisions gouvernementales ont entraîné l'entrée sur le marché du travail de très nombreux hommes ultra-orthodoxes. Alors que leur milieu naturel est destiné à étudier 10 heures par jour en yeshiva et kollel, voici qu'ils intègrent petit à petit les différentes strates de la société israélienne. Stéphane Amar est journaliste. Il a dernièrement produit et réalisé un documentaire sur le passage du monde haredi au monde du high-tech. Il va nous éclairer sur l'évolution que vivent les haredim ces dernières années. Stéphane Amar, comment pouvez-vous qualifier le changement dans le monde haredi? Est-ce un changement rapide ou plutôt lent? Ça dépend sur quelle échelle on se place. Si on se place à l'échelle de l'État d'Israël, créé en 1948, ça peut paraître lent. Si on se place sur l'échelle de l'histoire juive, c'est un changement relativement rapide, puisqu'en une ou deux générations, le monde orthodoxe est en train de changer radicalement. Et ces derniers mois, ces dernières années, les changements se précipitent. Alors d'où vient justement cette volonté de changement? Est-ce que c'est une volonté interne? Est-ce que les Haredim souhaitent s'intégrer plus à la société israélienne? Est-ce qu'ils veulent travailler pour avoir une meilleure qualité de vie? Ou bien c'est le système traditionnel Haredi qui, lui, ne marcherait plus aujourd'hui? Alors, pour comprendre ce que veulent les Haredim, les orthodoxes, il faut bien distinguer entre d'une part l'élite, les dirigeants du monde orthodoxe, et d'autre part la base. La base, très clairement, elle le manifeste tous les jours. Elle veut du changement, elle veut s'intégrer, elle veut travailler, elle veut même parfois servir dans l'armée. Elle veut que s'ouvre en fait le champ des possibles, c'est-à-dire qu'elle ne veut plus de ce déterminisme qui veut que parce qu'on est né dans un certain milieu, alors son chemin est tout tracé. En gros, pour les garçons, étudier à la yeshiva et pour les filles, élever des enfants. Les individus orthodoxes veulent, comme tout un chacun dans le monde d'aujourd'hui, pouvoir faire des choix, pouvoir s'épanouir selon leurs talents, selon leurs aspirations, selon l'idée tout simplement qu'ils se font de leur vie. Ça, c'est pour la base. Pour les dirigeants, c'est très différent. Et on le voit dans les trois affaires que vous avez mentionnées, qui sont liées entre elles, qui ont un dénominateur commun, plusieurs même d'ailleurs dénominateurs communs. Parmi les dirigeants, il y a beaucoup de conservatisme, je dirais même un certain immobilisme. Par nature, je dirais presque pour des raisons anthropologiques, on refuse tout changement. Tout changement menacerait la cohésion, menacerait l'avenir même de la communauté orthodoxe. Et donc, même dans des cas extrêmement graves comme les cas que vous avez mentionnés, on veut à tout prix conserver les structures existantes et ne remettre en cause rien ni personne. Alors justement, est-ce que le fait qu'ils soient plus intégrés à la société israélienne va entraîner en fait qu'ils écoutent moins leurs leaders? Est-ce qu'on pourrait dire que les leaders ont peur de perdre leur public? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut dire aujourd'hui? Oui, absolument. C'est une peur que l'on voit très clairement. On l'a vu dans l'affaire Walder, on l'a vu dans l'affaire de Meron, on l'a vu dans l'affaire du Corona. Il y a un décalage entre les dirigeants et le public pour une raison d'abord extrêmement simple, et vous l'avez mentionné, c'est la démographie. Il y a de plus en plus d'orthodoxes, donc de plus en plus de diversité, de moins en moins de place pour des parcours tout tracés, puisque par exemple, nombre de yeshivot ne peuvent plus subvenir à leurs besoins, elles ne peuvent plus rémunérer des étudiants à plein temps puisqu'ils sont devenus trop nombreux et que les donateurs restent limités dans leurs moyens. Donc il faut évidemment que les gens aillent travailler et puis puisqu'il y a de plus en plus de gens, il y a de plus en plus de gens qui veulent s'ouvrir, encore une fois, qui veulent dépasser les limites qu'on a fixées à ce monde. Et donc, bien sûr, cela menace la classe dirigeante orthodoxe. Est-ce que la société générale israélienne comprend ce qu'est en train de vivre la société Haredi? Je ne sais pas si elle le comprend, mais en tout cas, elle le voit de ses yeux. Chacun, maintenant, peut avoir sur son lieu de travail des gens issus de cette communauté orthodoxe. Chacun peut même bientôt croiser à l'armée des soldats orthodoxes. Chacun, maintenant, avec Internet, a accès
aux médias orthodoxes. Il lui-même a accès à l'extérieur, ce que j'ai appelé dans mon reportage le ghetto, c'est-à-dire que les orthodoxes sortent du ghetto, les portes du ghetto s'ouvrent. C'est une interpénétration finalement, à la fois des orthodoxes vers la société laïque et des laïcs vers la société orthodoxe. Donc, la réalité, d'une certaine manière, rattrape le monde orthodoxe, s'impose au monde orthodoxe et l'oblige enfin à regarder ces problèmes en face, des problèmes qui peuvent être parfois très graves, puisqu'il ne faut pas oublier que on parle théoriquement, mais que derrière cette réalité, eh bien, il y a des victimes, des gens qui souffrent, pas seulement d'abus sexuels, qui souffrent parce qu'ils ne peuvent pas s'épanouir professionnellement, qui souffrent parce qu'on leur impose une vie qu'ils ne veulent pas. Et donc, je pense qu'il faut permettre à ce monde de se libérer de ces entraves et je pense lui permettre de s'épanouir selon évidemment sa tradition, selon ses critères, selon ses valeurs. Il est bien évident qu'il est hors de question d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, mais en tout cas, il faut permettre à tout un chacun de vivre sa vie librement. Rav Menachem Nabet fait partie de ces Haredim qui sont complètement attachés à leur identité propre, la centralité de la Torah et de son étude, mais qui en même temps est prêt à analyser le monde dans lequel il a grandi et il évolue. Ancien élève de la célèbre yeshiva de Ponievitch, il étudie aujourd'hui dans un kollel et enseigne le judaïsme et la philosophie. Il écrit aussi dans la revue ultra-orthodoxe Tsarich Iyun, qui cherche à analyser et à présenter de l'intérieur ce qu'est la société Haredi aujourd'hui. Rav Menachem Nabet, j'aimerais, si vous êtes d'accord, revenir avec vous sur les 3 grands moments de ces 2 dernières années. Comment vous les avez vécus ? C'était des grands moments de grande souffrance de la société ultra-orthodoxe, beaucoup de malaise et beaucoup de confusion. Et c'est pour ça que ça a créé beaucoup de réactions qui sont pas toujours les réactions qu'on voulait entendre, que la société aimerait entendre, mais c'est des réactions humaines de confusion. Et en fait, toute la société a vécu ces 3 moments à peu près de la même manière. D'un côté, avec un besoin de régler les problèmes et une grande conscience qu'il y a des gros problèmes et qu'il faut essayer de les régler. Et d'un autre côté, un grand malaise par rapport aux tragédies, puisqu'il s'agit de grandes tragédies. Qu'avez-vous pensé pendant ces 2 dernières années de la réponse du leadership Haredi ? Je suis obligé de dire qu'il y a quelque chose de pas très normal dans ce genre de réaction, de parler tout de suite, par exemple, de questions comme la Lachon Hara, de diffamation, de questions de ce genre-là, ou de questions de politique, beaucoup de fois, d'utiliser des arguments du genre antisémite, ce genre-là. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut bien comprendre, que cette confusion qu'on a parlé d'elle, ce malaise ou cette tragédie, ces tragédies de société ont obligé beaucoup de fois les rabbins d'essayer de prendre cette situation d'autre côté. Et c'est pas exactement comme on nous raconte. C'est-à-dire, il y a des réactions qui sont des grandes réactions de ce genre-là, mais si on écoute bien la société, si on écoute bien les rabbins, si on parle d'une manière un peu plus intime avec des rabbins, on peut entendre d'autres réponses, des perspectives un peu plus grandes, et on peut faire attention au fait qu'il y a quelque chose qui se passe chez les rabbins et dans la société. On commence à comprendre qu'il y a quelques éléments qu'il faut commencer à essayer de changer, quelques manières de vivre dans la société. Le juge Brandeis, américain, avait l'habitude de dire qu'il n'y a rien qui ne désinfecte mieux que le soleil. C'est-à-dire que parfois, il suffit de mettre les choses au grand jour et c'est la meilleure des solutions. Pourquoi est-ce que dans le milieu Haredi aujourd'hui, c'est la dernière des solutions ? Pourquoi est-ce que, par exemple, dans l'histoire Valder, il a fallu que ça soit 2 journalistes de Haaretz qui fassent sortir l'histoire pour qu'on commence à en parler ? Avant tout, je veux dire que le soleil ne fait pas que éclairer des situations, il brûle aussi beaucoup. Le soleil brûle et il brûle la communauté. Et comme la société harédite est une société de communauté, il ne s'agit pas d'un peuple ou de questions d'État ou des questions politiques. C'est avant tout une communauté. Et dans une communauté, il y a des gens, il y a des sujets, et c'est une autre manière de vivre. Donc, il faut toujours faire attention aux blessures et aux blessés, mais de tous les côtés, aux familles, aux sensibilités, aux émotions. Donc, la sensibilité des rabbins est beaucoup de fois de ce côté-là, puisque la première réaction est d'essayer de protéger la société. De protéger la société, c'est pas toujours protéger un individu qui est blessé, c'est de protéger aussi la société blessée.
Et beaucoup de fois, c'est des questions qui se contredisent. Et donc, c'est pour ça qu'on voit cette réaction de rabbins et de la société, qui est une réaction qu'on peut comprendre. Donc, je suis obligé de dire que cette manière libérale de penser le soleil comme ce qui éclaire toujours et ce qui fait toujours le bien, et on est obligé de penser ça un peu autrement aussi. Ça doit être un peu plus compliqué. Le soleil éclaire, mais le soleil aussi, il peut brûler, il peut aveugler, et donc il faut prendre conscience de tout ça. Donc, je pense que c'est vrai que dans la réaction des rabbins, il y a quelque chose qui aurait dû être un peu plus sensible à des perspectives plus larges, mais il faut pas oublier que quand on s'occupe d'une communauté, alors il y a beaucoup d'autres questions qui se posent et qu'il faut faire attention à elles. Vous avez grandi dans un milieu haredi où il y avait presque pas Internet. Aujourd'hui, Internet est omniprésent dans le monde et même dans le milieu haredi est très implanté. Est-ce que, à cause d'Internet, on peut dire aujourd'hui qu'on est en train d'avoir une nouvelle ère haredi, un nouveau monde haredi très différent de ce que le monde haredi a réussi à conserver ces 70 dernières années dans l'État d'Israël? C'est une question qui est un peu compliquée puisque je pense pas qu'on peut regarder une société, la société haredite fait partie de ça. On peut pas regarder une société comme un objet qui est statique. Donc, toute société change et évolue au fur et à mesure, plus elle se met devant de nouvelles questions. Et donc, dès qu'il y a de nouvelles questions, la société change et c'est naturel à une société. Donc, est-ce que l'Internet change des choses dans la manière de vivre? C'est sûr, oui. La société haredite change beaucoup ces dernières années et plus l'Internet rentre, plus la société haredite change. Ça change beaucoup de côtés. Les gens sont beaucoup plus informés, les gens sont beaucoup moins naïfs, les gens deviennent un peu plus universels. Donc, il y a beaucoup de perspectives et de manières de fonctionner qui changent dans la société haredite. C'est sûr, c'est certain. Mais c'est pas quelque chose, j'aurais pas dit que c'est quelque chose qui change totalement la société, c'est-à-dire qui prend la société haredite 1 et qui fait de ça une société haredite 2. C'est une évolution qui est naturelle, et une évolution que toute société passe. La société haredite se mesure à l'Internet aujourd'hui, mais toute société du monde occidental se mesure à ces questions-là aussi aujourd'hui. Donc, ce qui passe sur le monde entier passe un peu plus lentement, un peu plus tard sur la société haredite, mais c'est une évolution naturelle. Est-ce que vous auriez un message qui serait important pour vous à faire passer? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, vous, Rav Menachem Nabet, en tant que membre de la communauté haredi israélienne? Ce que j'aurais aimé dire à tout le monde, c'est d'essayer d'être attentif, essayer un peu plus d'écouter beaucoup de voix. Je répète ce que j'ai dit au début, comme il s'agit de grands malaises, de grandes souffrances, mais pas que ça. Il s'agit de grande confusion et on est devant une crise. Et ce qu'il faut faire, en fait, c'est essayer d'écouter et essayer de réagir un peu plus tranquillement. Essayer de voir plus de perspectives. On parle beaucoup des rabbins, mais on parle pas de la presse, on parle pas des médias. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser aussi, comment on réagit à tout ça. On a besoin de beaucoup plus d'empathie et beaucoup plus de sensibilité. Sans aucun doute, la société haredi a été triplement meurtrie ces 2 dernières années. La crise du corona, Meron et l'affaire Valder ont profondément ébranlé cette partie de la société israélienne. Des changements sont en cours, mais comme nous l'ont expliqué nos experts, il ne faut pas s'attendre à les voir apparaître tout de suite ou d'une manière prévisible. Le monde ultra-orthodoxe israélien a son rythme interne que le reste de la société israélienne se doit de respecter. Et c'est ce même rythme qui, quelque part, surprend à chaque fois tous les observateurs de cette partie grandissante du peuple israélien. C'était Makoré, le podcast de Studio Qualité avec Eliana Gerfinkiel. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast et laissez-nous une note de 5 étoiles si vous avez aimé. À très vite au prochain épisode.